agroécologie et marché, comment ces choses-là marchent ensemble et comment les différentes filières permettent d'apporter un regard, des regards complémentaires enrichis les uns les autres sur cette question-là. Cécile, à toi. Bonjour à tous. On va laisser. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas m'entendre. Enfin bon. Euh, alors d'abord, merci beaucoup d'avoir bravé la SNCF, la RATP. Ah, en fait, la RATP ce matin, ça allait très bien. Donc, petit détail pratique. Donc, comme vous l'a dit Christian, ça sera en deux temps. Un premier temps, on va faire une restitution synthétique du travail qui a été effectué. Donc, Marie-Benoît fera une présentation et il y aura un temps de questions. Vous voyez, il y a comment il faut faire. Donc, pour les gens qui sont en distanciel, vous utilisez le QR, ok. Et puis, les questions seront modérées, mais la salle aura aussi, bien évidemment, la parole. Donc ça, c'est les petites questions techniques. Et donc, après la table ronde, il y aura la même chose, on aura un temps de discussion. Alors, le sujet éminemment chaud, écologie et marché. Alors, quelles questions on a posées à nos groupes filières? On s'est dit, c'est un débat qui nous occupe depuis longtemps, c'est de se dire est-ce qu'il peut avoir une agroécologie sans marché? C'est-à-dire, est-ce que, si dit autrement, sans marché, y a-t-il de l'agroécologie? Et puis, quelle place l'agroécologie se trouve au milieu de cette forêt de signes de différenciation? Et notamment, la grande question, c'est agroécologie, agriculture biologique, agriculture conventionnelle. C'est quand même ça qu'on se pose comme question derrière. Alors, on a posé cette question aux groupes filières. Alors, les groupes filières, alors, je ne vais pas vous faire un exposé de 10 minutes là-dessus. Qu'est-ce que c'est? À l'INRA, c'est des différentes disciplines qui se mettent ensemble, 8, 10, 12 personnes, autour d'un sujet, donc, qui est une filière. Et donc, ça a sa grande force qui est qu'on met autour de la table des spécialistes d'une filière, mais de différentes disciplines. Et évidemment, sa limite, c'est qu'on travaille en filière. Et donc, l'intérêt du travail qu'on a demandé ici, c'est qu'ils ont travaillé en groupe, filière, mais ensuite, ils se sont mis ensemble pour discuter des enseignements que l'on peut tirer d'un tel travail et justement de croiser le regard des filières. Et je trouve que ça, c'est vraiment un point important. Alors, groupe filière, il y en a 13 en France. Pour ceux qui me connaissent, ils vont reconnaître le Clos Vougeot. Et donc, ces 13 filières céréales, elles vous sont présentées, hein, on ne va pas toutes les décliner. Donc, il y a végétal, animal, et alors il y a une petite dernière qui est le groupe agroécologie, agroforesterie, pardon. Le petit dessin, la vache avec les agroforesteries, et donc qui n'est pas vraiment une filière, mais qui nous semblait important de faire discuter. Alors, qu'est-ce que font les groupes filières? Ils ont d'un côté une vie autonome, hein, ils analysent ce qui se passe, ils font de l'analyse bibliométrique, etc. Et puis surtout, on leur demande des chantiers collectifs. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On a travaillé sur les pertes et gaspillages, on a travaillé sur la diversité des agricultures, ce qui était au Salon de l'Agriculture en 2020. C'était le colloque était basé en partie sur les travaux qui avaient été réalisés dans les groupes filières. On a fait une analyse des plans de filière et puis donc là c'est agroécologie et marché. Vous trouverez un certain nombre de valorisations sur le site des groupes filières et les documents sont en open access. Alors, on est parti donc du constat que l'agroécologie, elle est promue par les politiques publiques. Alors, Marie-Benoît, elle vous refera l'histoire rapidement. Voilà, la loi d'orientation, c'est inscrit dans la loi, il y a une définition de l'agroécologie. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un positionnement très, très différent selon les filières. Et il y a un foisonnement de chartes, de marques qui font explicitement ou implicitement référence à l'agroécologie. Et alors, on s'est dit, voilà, comment? Est-ce que l'agroécologie est reconnue sur le marché? Quelle est sa place?
et comment est-ce qu'elle est valorisée? Autrement dit, peut-elle constituer un cadre de différenciation des marchés? Et si oui, est-il possible d'identifier des leviers pour favoriser son développement? Donc la démarche, Marie-Benoît vous la présentera plus précisément. On a parti sur des études de cas. Donc il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas un travail exhaustif. C'est les groupes ont choisi 2, 3, tout dépend les groupes, études de cas qu'ils ont décortiquées sur de l'étude documentaire et via des entretiens. Et puis il y a eu un travail de coordination que Marie-Benoît a assumé, au début avec Martine Georget, qui doit être au bout de sa caméra. Bonjour Martine. Et puis ensuite avec Véronique Singès. Les attendus. Donc les attendus, on a demandé un petit peu d'illustrer cette diversité, d'identifier en fait les principes de l'agroécologie dans les différents exemples qui vont vous être présentés, de caractériser des stratégies et puis d'identifier des freins et des leviers. Donc tout ça, Marie-Benoît va vous expliquer ça bien mieux que moi. Je vais lui passer tout de suite la parole. On vous a déjà présenté le programme. Donc Marie-Benoît, elle a, on va dire, 3/4 d'heure pour vous présenter une synthèse des travaux qui ont été effectués par les groupes filières, étant entendu qu'ensuite on mettra à disposition les réflexions de chaque groupe. Et puis, Marie-Benoît, d'abord, merci beaucoup pour le travail. Et maintenant, la parole est à toi. Merci. Est-ce que la diapo, oui, elle est en route? Ça marche. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, il me revient effectivement la mission de vous présenter cette synthèse qui a été conduite donc, avec les animateurs des groupes filières, ainsi que l'appui d'un post-doctorant qui va poursuivre avec nous cette année un approfondissement de ce chantier dans le cadre d'un financement complémentaire de la région Occitanie dans le défi clé de la transition agroécologique. Donc, comme affiché devant vous, cette synthèse va suivre un plan classique. Je vais d'abord commencer par vous rappeler le cadre institutionnel de construction du paradigme de l'agroécologie à l'international et en France. Puis je vous présenterai le cadre d'analyse que nous avons mobilisé pour comprendre comment ces démarches de filière peuvent contribuer à la transition agroécologique. Et je vous présenterai ensuite les démarches qui ont été retenues comme cas d'étude illustratif. Et donc, bien sûr, elles ne sont pas exhaustives de toutes les démarches de filière, d'engagement dans des formes de durabilité. Elles sont là pour illustrer une diversité de production végétale et animale au regard d'enjeux sur l'agroécologie. Et donc, de ces cas d'études, on a tiré un certain nombre de résultats sur les leviers mobilisés par ces démarches, mais aussi les freins qu'elles rencontrent. Et tout ceci nous permettra de réfléchir à la manière dont on peut accompagner ces chemins de transition vers plus d'agroécologie en France. Donc en premier, il nous semble important de rappeler le contexte institutionnel dans lequel ces démarches de filière se construisent, c'est-à-dire à quel principe l'agroécologie aujourd'hui renvoie. Donc l'agroécologie, vous savez, c'est un concept ancien dont les prémices apparaissent dès les années 1930, mais comme vous le voyez sur ce graphique, c'est surtout à partir de la fin des années 80 que s'affirme le concept d'agroécologie avec un accroissement des travaux scientifiques, dont ceux d'INRAE, qui sont représentés sur la courbe rouge du graphique. Et plus largement, la fin des années 80 marque le tournant du développement durable qui s'est affirmé dans toutes les disciplines scientifiques, amenant à reconcevoir les fondements de nos secteurs d'activité. Donc, dans le secteur agricole, relativement à l'agroécologie, il y a eu beaucoup de travaux scientifiques à l'international. Donc, quelques références clés vous sont données ici en exemple. Donc, on peut citer les travaux d'Altiri, de Glesmine, de Francis, de Vézel, de Barrios, ou encore plus spécifiquement les travaux de Dumont dans le domaine de l'élevage. Ces travaux, ils mettent en exergue des mouvements sociaux qui se rattachent à l'agroécologie, mais surtout, le point de convergence de ces travaux, c'est la reconnaissance de l'agroécologie en tant que discipline scientifique, avec un sens qui est d'abord celui d'une science de l'agriculture durable, qui cherche à prendre appui sur les fonctionnalités écologiques des écosystèmes, afin de limiter le recours aux intrants de synthèse, comme les pesticides et les fertilisants,
Et ces travaux, ils ont également aussi rapidement convergé vers une conception élargie de la durabilité des systèmes agroalimentaires, questionnant alors même l'organisation des filières. Et en particulier, ce sont les travaux de Vézel et de Barrios, qui vous sont ici rappelés, qui ont mis en avant un ensemble de principes clés pour repenser la refondation des systèmes agroalimentaires vers l'agroécologie. Et la FAO a repris une partie de ces principes et a publié en 2020 ce que l'on appelle les 10 éléments de l'agroécologie. Alors cette grille qui est affichée devant nous, elle opère comme un cadre institutionnel pour penser aujourd'hui les principes clés pouvant structurer le paradigme de l'agroécologie, que l'on soit dans un pays en développement ou développé. Et ces principes, à partir de ces principes, les opérateurs des filières peuvent construire une diversité de pratiques agroécologiques selon leur contexte de production et de territoire. Donc bien sûr, ces principes, ils sont interdépendants et je ne vais pas maintenant les étayer. En fait, cette grille, elle nous a servi de socle de discussion avec les opérateurs des filières que nous avons interrogés pour comprendre finalement à quels principes clés de l'agroécologie leur démarche de filière pouvait répondre. Également, comme le rappelle le document d'orientation d'INRAE, notre institut accompagne bien entendu ce processus de transition vers l'agroécologie avec la publication régulière de supports, comme le dictionnaire d'agroécologie, des ouvrages, dont quelques-uns sont mentionnés ici, en complément des autres publications scientifiques. Donc toutes ces connaissances, finalement, elles renforcent la construction d'un cadre institutionnel en faveur de l'agroécologie, et ce d'autant plus que, comme le rappelait aussi Cécile, l'État a fait entrer le concept d'agroécologie dans la législation française avec la loi de modernisation agricole de 2014 qui fait suite au projet agroécologique pour la France et dont vous avez ici un extrait. Donc on retrouve dans ce texte de grands principes énoncés par la FAO de tendre vers des systèmes plus autonomes, plus efficients, fondés sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et pour permettre cette transition, l'État cherche à faciliter les interactions entre sciences, mais aussi entre opérateurs. Et c'est en ce sens qu'ont été créés aussi les dispositifs comme Enseigner à produire autrement, les groupements d'intérêt environnemental et économique ou GI2E, les outils de diagnostic des pratiques agroécologiques et les premiers concours liés à leur reconnaissance. Notons ici que l'accent est mis sur l'enjeu d'accroître les interactions. C'est un point effectivement majeur, car c'est par l'action collective qu'un processus de transition opère. Ainsi, en introduction de cette synthèse, ce que je vous propose de retenir, c'est que d'un point de vue institutionnel, il y a un alignement des visions au sein des institutions publiques, ce qui crée un cadre propice pour l'action en faveur de l'agroécologie. Cependant, la question reste entière de savoir ce qui se passe effectivement du côté des filières, ce qui a motivé l'objet de notre étude. Je vais maintenant entrer dans le cadre d'analyse que nous avons mobilisé pour penser le rôle des filières dans la construction de nouveaux marchés dans ce processus de transition vers l'agroécologie. Alors, pour comprendre les grands mécanismes à l'œuvre dans la transition d'un secteur d'activité, Frank Gills, qui est l'auteur le plus cité aujourd'hui à l'international dans les travaux sur les transitions, a proposé un schéma heuristique dans les années 2000. C'est un schéma à 3 niveaux dont je vais vous résumer les grandes lignes et l'adapter pour notre étude. Donc sur cette slide sont représentés 3 principaux niveaux d'analyse qui sont évolutifs au fil du temps, représentés sur l'axe horizontal. Et je vais commencer par le premier niveau, le niveau supérieur, appelé celui du contexte ou aussi celui du paysage. Donc ce niveau, en fait, il rassemble l'ensemble des grands enjeux, les pressions sociétales qui s'imposent à tous et poussent notre secteur agricole, qui est représenté au niveau intermédiaire, à changer. Donc aujourd'hui, les pressions qui s'exercent en faveur de l'agroécologie sont connues et largement étayées dans les travaux scientifiques, dont ceux que je vous mentionnais en introduction. Enrayer la perte de biodiversité, préserver la fertilité des sols, économiser les ressources, accroître la résilience des systèmes face au changement climatique, promouvoir une gouvernance responsable et bien d'autres. Donc ces enjeux, ils font une pression et ils poussent notre secteur agricole à changer. Et un secteur agricole renvoie à un ensemble de groupes sociaux dont les interactions au fil du temps façonnent un ensemble de règles d'action qui caractérisent nos façons de produire et de consommer.
Vous savez que notre agriculture conventionnelle, qui s'est construite au fil du siècle passé, repose sur un paradigme qui est caractérisé par un usage important d'intrants de synthèse, qui est marqué par la spécialisation des productions, qui fait peu de place aux complémentarités et synergies entre productions, et qui finalement s'inscrit assez faiblement dans les principes de l'agroécologie que je vous rappelais. Donc cette agriculture conventionnelle, elle est appelée à changer fortement, car les enjeux du premier niveau déstabilisent le secteur en faisant de plus en plus pression. En d'autres termes, ces pressions sociétales vont entraîner un désalignement des valeurs et des principes d'action entre les grands groupes sociaux qui le composent. Et à l'instant, je vous rappelais que nous observons un alignement des visions qui s'opère au niveau des institutions publiques, des sciences et des politiques. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi que les autres composantes du secteur, la production amont, les industries, les infrastructures technologiques et les consommateurs changent aussi. Et donc c'est par le réalignement de nouvelles règles d'action que pourra se consolider un nouveau secteur d'activité, en l'occurrence celui attendu d'une refondation agroécologique. La question reste donc posée de savoir comment des innovations vont pouvoir se construire pour permettre la création d'un nouveau secteur d'activité fondé sur un nouveau paradigme. Donc pour comprendre où se construisent des innovations susceptibles de construire ce changement, dans cette littérature, on désigne par des niches d'innovation représentées au troisième niveau l'ensemble des réseaux d'acteurs où vont se construire des innovations techniques et organisationnelles qui se différencient du paradigme en place. Ce sont donc des systèmes d'innovation organisés qui sont susceptibles, suivant différents stades d'émergence, de développement et de déploiement, de déstabiliser le système et par un effet cumulatif d'entraîner une nouvelle reconception du secteur. Et c'est vraiment l'ampleur de ce changement qui conduit à fonder le nouveau paradigme. Donc nous sommes ici dans une approche de la transition qui est évolutionniste, qui se construit dans le temps par le biais de multiples interactions entre ces composantes du secteur, et non par une quelconque volonté de planification. In fine, ces interactions entre les niches d'innovation et le secteur en place sont très complexes à appréhender. Vous le comprenez, les acteurs sont multiples et nombreux. Et donc, je vais essayer, pour mieux appréhender ce processus, de vous présenter un dernier schéma du cadre d'analyse. Alors d'abord, il ne faut pas penser que les acteurs de ces niches d'innovation, de ces réseaux d'innovation, ne sont pas connectés au réseau d'acteurs du système en place. Il peut y avoir des ponts, et d'autant plus que ces niches d'innovation, elles opèrent dans l'espace de concurrence qui a été construit par le secteur en place. Donc la réussite de ces niches dépend en grande partie de leur capacité à trouver des conditions économiques sur le marché opportunes, et donc va passer par la construction de nouveaux marchés pour stabiliser les innovations qu'elles déploient. Et il faut bien comprendre qu'en fait, ce sont des interactions régulières entre ces niches et le secteur en place, des allers-retours, qui vont permettre progressivement de construire des nouvelles règles d'action qui vont façonner le secteur d'activité. Donc les niches sont porteuses d'expérimentation et de nouveautés qui influencent le secteur en place, et en même temps, ces niches s'inspirent de l'évolution des règles du secteur. Et pour les chercheurs spécialistes de ces approches, vous savez que la transition opère lorsqu'il y a finalement une convergence des règles cognitives, normatives et réglementaires. Donc pour résumer ce cadre d'ensemble, la transition, c'est bien une construction collective et progressive de nouvelles règles d'action qui va permettre de fonder un nouveau paradigme. Une transition, ce n'est pas quelque chose qui se planifie, c'est un processus de chemin faisant qui capitalise sur un ensemble d'expériences au travers d'innovations que certains essayent de développer pour mieux répondre aux enjeux sociétaux. Et donc, notre étude, elle a cherché à comprendre comment des démarches de filière en dehors de l'agriculture biologique, que nous pouvons considérer comme des niches d'innovation, dans le sens où elles constituent des réseaux d'acteurs d'amont en aval qui cherchent à promouvoir de nouvelles façons de produire, comment ces démarches, elles peuvent contribuer à ce processus de changement. Alors, l'agriculture biologique n'a pas été incluse dans notre étude parce que les marchés et les filières de l'agriculture biologique sont déjà relativement bien construits et organisés. Il y a des travaux sur ce sujet, il y a aussi des projets en cours.
En revanche, nous disposions de peu de travaux d'ensemble des autres démarches de filière qui peuvent contribuer à cette transition. Aussi, c'est pourquoi nous n'avons pas inclus les filières de l'agriculture biologique dans le chantier. Donc, plus précisément, notre étude, elle a d'abord cherché à comprendre quels étaient les mécanismes de construction de ces démarches de filière de différenciation sur le marché, vus comme des systèmes d'innovation. On a essayé de comprendre quels étaient les leviers qu'elles mobilisaient et les freins qu'elles rencontraient dans leur construction. Puis, on a cherché à réfléchir aux formes d'agroécologie que ces démarches façonnent par cette construction progressive de nouvelles règles. Donc aujourd'hui, nous ne reviendrons pas dans le détail des pratiques agricoles qui sont promues par ces démarches. Elles sont diverses et dépendantes des domaines de production. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous présenter la manière dont ces démarches se développent afin de réfléchir aux formes de soutien qui peuvent être apportées pour accompagner ce mouvement de transition vers l'agroécologie. Méthodologiquement, il me reste un dernier point à vous expliquer sur comment on peut analyser la construction d'une démarche de filière différenciante sur le marché. Donc, je vous le disais à l'instant, on a considéré que ces réseaux d'opérateurs opèrent comme un système d'innovation organisé autour de la production et de la mise en marché d'une production. Pour les analyser, nous savons que pour se développer, un système d'acteurs innovants doit réaliser un ensemble de fonctions, un ensemble d'actions clés interdépendantes qui vous sont rappelées ici et qui vont permettre d'assurer la réussite de la démarche. Et c'est la réussite de toutes ces fonctions qui est une condition nécessaire au développement de nouveaux marchés. En d'autres termes, toute volonté de filière de s'inscrire dans l'agroécologie ne suffit pas. Il faut construire ces marchés. Et pour construire un nouveau marché, un ensemble d'actions doit être réalisé. Et ce sont ces fonctions qui ont structuré notre analyse. Donc avant d'en venir aux résultats, je vais vous les présenter brièvement. Donc en premier, pour fédérer une démarche de filière différenciante, les opérateurs doivent choisir une vision commune du changement, une direction du changement. Donc nous avons cherché à comprendre quelle était cette direction choisie, en fonction de quels objectifs et dans quels principes de l'agroécologie cette direction du changement s'inscrivait prioritairement. Ensuite, cette direction du changement, elle va s'exprimer sur le marché à travers une forme de signalisation. Nous avons donc cherché à comprendre quelles étaient les stratégies de signalisation choisies sur le marché, notamment en termes de mentions valorisantes, qu'elles soient publiques ou privées, et comment cette différenciation de marché était garantie, soit par des audits internes ou des certifications externes, mais aussi quels étaient les autres moyens de communication qui étaient employés pour mieux mettre en lisibilité la démarche. Pour avancer dans la direction choisie et légitimer le marché, la démarche de filière va avoir besoin de développer des connaissances adaptées. Et relativement à l'agroécologie, nous savons que le besoin de connaissances et d'apprentissage est très important. La capacité de la filière à s'appuyer sur des connaissances robustes est vraiment essentielle pour construire sa légitimité et défendre sa direction de changement. Nous avons donc cherché à comprendre comment ces démarches réussissent à développer de nouvelles connaissances techniques, avec qui et comment ces connaissances s'adaptent à des contextes territoriaux. Nous avons aussi cherché à comprendre comment une meilleure interconnaissance entre les maillons de la filière était susceptible de favoriser un plus large apprentissage collectif. Cette question des interactions entre maillons, elle est importante car elle renvoie directement au choix de gouvernance et de mode de coordination pour sécuriser les relations et les investissements liés à la démarche, qu'ils soient humains ou matériels. Nous avons donc cherché à comprendre quels étaient les modes de décision dans la démarche, comment des modes de coordination étaient choisis pour renforcer la confiance entre les opérateurs, conduire une gouvernance responsable qui va inciter chaque partie à s'y investir. La question de la gouvernance renvoie aussi au choix d'extension du réseau, et il est courant dans une démarche de filière de distinguer les membres adhérents et les membres associés. L'accroissement du nombre d'adhérents permet d'étendre le marché et de diffuser les pratiques, mais aussi, par l'extension des membres associés, la démarche va pouvoir mieux asseoir sa légitimité en associant d'autres parties prenantes à ces réflexions, comme des associations de la société civile, et accéder à d'autres ressources pour développer ses connaissances. Donc on a cherché à comprendre quelles étaient les stratégies de développement de ces filières et quels étaient finalement les types d'acteurs associés dans ces interactions. Enfin, cette extension du réseau va permettre aussi de mobiliser des ressources financières et humaines
de trouver des modes de synergie, de changer d'échelle pour accroître la performance économique de la démarche. Donc on a cherché à comprendre quelles étaient les ressources externes mobilisées, auprès de qui et comment des leviers de rentabilité étaient trouvés. En particulier, une partie de la mobilisation des ressources va dépendre des relations publiques que la démarche développe. On sait que la pression qu'exerce une démarche sur les instances publiques peut contribuer à transformer les conditions du marché, à obtenir des soutiens, des subventions qui vont contribuer à la réussite de la démarche. Nous avons aussi cherché à comprendre comment ces relations opéraient et selon notamment les phases de développement de la démarche. Donc c'est l'ensemble de ces fonctions que nous avons utilisées pour structurer notre analyse, car ils contribuent à construire la démarche de filière et sa réussite sur le marché. Donc avant de vous présenter les résultats selon ces axes d'analyse, je vais juste finir par résumer les grandes étapes de notre démarche de travail. Donc en premier, afin de mieux comprendre les grands enjeux par filière autour de l'agroécologie, nous avons conduit au préalable des entretiens avec le ministère de l'Agriculture, de la Transition écologique, de l'INAO, avec l'ensemble des interprofessions et instituts techniques de ces filières qui sont représentés ici par leur logo. Nous avons également conduit un entretien avec la DGCCRF pour faire le point sur les règles prévalant sur l'usage des mentions valorisantes. Et ces entretiens, en fait, ils nous ont aussi permis de conforter le choix des cas d'études illustratifs des différentes productions agricoles. Et donc, comme c'est expliqué ici sur cette slide, pour être retenu dans l'étude, ces démarches devaient avoir une stratégie explicite de communication sur l'agroécologie ou sur une démarche de durabilité en lien avec les principes de l'agroécologie que je vous ai rappelés en introduction. Et ces démarches pouvaient être accompagnées d'un positionnement de marché explicite au travers, par exemple, d'une mention valorisante apposée sur les produits commercialisés. Au total, nous avons réalisé plus de 60 entretiens, croisés avec d'autres sources d'informations issues de rapports, articles, séminaires, pour conduire notre analyse collective. Une limite reste à noter, nous n'avons pas pu interroger systématiquement tous les maillons engagés dans une démarche et nous avons peu d'entretiens réalisés directement auprès des agriculteurs car les entretiens ont été ciblés auprès des organisations de producteurs, les acteurs intermédiaires et aval de ces démarches. Mais nous avons interrogé au moins 2 maillons différents par démarche relevant de la distribution, de la transformation ou de la production amont. Donc voici les cas illustratifs de notre étude. Donc au total, près d'une trentaine de démarches ont été étudiées. La plupart de ces démarches disposant d'un logo, nous nous en sommes servis pour les positionner sur cette slide. Certaines démarches n'en disposent pas de spécifique et c'est alors le logo de l'entreprise initiatrice qui est représenté. Donc par rapport à l'axe des ordonnées, vous pouvez voir que la plupart de ces démarches peuvent impliquer plusieurs maillons de filière allant de l'exploitation agricole des coopératives jusqu'à la transformation ou la distribution. Le nombre de maillons associés reste quand même très dépendant du domaine de production et ne préjuge en rien de la réussite de la démarche. En termes de support de communication qui est représenté sur l'axe horizontal, la communication de la démarche peut être faite soit dans des rapports de type RSE, dans une charte, dans des cahiers des charges, et peut également, pour certains, être accompagnée d'une mention valorisante sur les produits de consommation qui sont associés. Et c'est en particulier le cas des signes de la qualité de l'origine qui ont été inclus, certains ont été inclus dans l'étude. Donc la plupart des groupes filières d'INRAE qui vous ont été rappelés par Cécile ayant pu s'investir dans des cas d'études, nous retrouvons en fait des cas pour la diversité des productions agricoles françaises. Donc on a des cas relevant plutôt des filières de grande culture, comme par exemple dans les céréales, avec la démarche LU-Harmonie de Limagne. On a aussi la démarche Sustainable Agriculture Initiative adoptée par Roquette sur le pois protéagineux. Dans les oléagineux, on a la démarche Fleur de colza, Oléos bas carbone et la charte Soja de France qui ont également été interrogées. Dans les fruits et légumes, nous avons interrogé la filière Qualité Carrefour, l'association Demain la Terre, la démarche HVE adoptée par Dossi. En viticulture, on a interrogé plusieurs domaines, comme par exemple celui du champagne, et des démarches collectives comme Terra Vitis, Vignerons engagés, qui ont été interrogées.
En élevage, on a une diversité de démarches. Donc, on a l'association Bleu-Blanc-Cœur, qui est une démarche multifilière. On a aussi qui est en lien avec la démarche Lapin et Bien. En élevage ovin, on a interrogé le cas Grévin et le cas agneau présalé, qui est sous AOP. Dans le secteur laitier, dans lequel Bleu-Blanc-Cœur est aussi impliqué, on a interrogé la démarche agriculture régénératrice de Danone, une initiative dans une coopérative, la Prospérité fermière. Pour les bovins, on a aussi interrogé le label rouge gros bovin. Plus spécifiquement, en élevage porcin, on a interrogé l'initiative Bigoud de ENAF et également l'AOP Noir de Bigorre, le porc noir de Bigorre. Nous avons aussi interrogé des filières plus spécifiques, comme la filière équine avec le label Écuresse, en aquaponie, en horticulture avec Plantes Bleues. Nous avons aussi interrogé la démarche pour une agriculture du vivant. Et enfin, nous avons interrogé la démarche de McDonald's. Donc tous ces cas illustratifs sont vraiment des illustrations de la diversité de différentes filières, de différentes productions en France. Et je vais donc maintenant vous présenter les résultats. Donc les résultats sont organisés suivant les axes d'analyse que je vous ai présentés à l'instant au regard des fonctions qui accompagnent la construction de marché. Et quelques verbatims ont été choisis pour illustrer le propos qui seront apposés sur chacune des slides. Donc en premier, concernant la direction du changement. Donc je vous le disais à l'instant, ce qui fonde la qualité d'un réseau innovant, c'est vraiment sa capacité à définir une direction du changement, c'est-à-dire à mettre en cohérence un ensemble de valeurs et d'objectifs communs. Nous avons fait le constat que cette direction du changement, elle était prioritairement pensée en fonction d'abord des attentes des consommateurs, avec une nuance pour le secteur du vin, où la direction du changement vers l'agroécologie a d'abord été motivée en réponse aux préoccupations des riverains limitrophes des domaines viticoles. La direction du changement, elle répond aussi à un souci d'image et de réputation de l'entreprise qui a été exprimé par les opérateurs interrogés. Et le plus souvent, ces opérateurs ont aussi mentionné des attentes spécifiques en lien avec le territoire d'implantation des entreprises motrices des démarches. Ils ont aussi souligné que la capacité et la réceptivité qu'avaient les agriculteurs dans ces démarches étaient essentielles pour pouvoir construire cette direction du changement. Et enfin, on a pu observer une anticipation assez forte de la réglementation, au lieu de subir autant anticipé, comme en témoigne un opérateur de la grande distribution interrogé. Mais dans tous les cas, tous ces opérateurs se rejoignent sur le fait que la direction du changement doit pouvoir aussi se résumer à une promesse simple à communiquer pour le consommateur. Ce qui conduit finalement ces filières à construire leur démarche à partir d'un enjeu isolé, comme la réduction des pesticides dans les filières du végétal ou la question du bien-être animal en élevage qui était récurrente dans les entretiens. Donc un enjeu isolé, plutôt que de poser directement l'agroécologie comme un argument de différenciation. Donc ce premier point nous amène à penser que les changements de construction vers l'agroécologie, ces directions de changement, sont divers. Et en fonction du point de départ qui est travaillé, comme priorité du changement, on peut penser que les chemins de transition vont être variés selon les démarches de filière. Ensuite, par rapport au terme agroécologique lui-même, lorsque nous interrogeons ces démarches, le terme fait sens et la plupart des opérateurs savent y repositionner leurs pratiques. Mais dans l'ensemble, on a pu observer que très peu de filières le mobilisent directement en stratégie de communication, que ce soit interne ou externe. En fait, d'autres termes plus courants sont préférés, comme éco-responsable, pro-environnemental, durable, en lien aussi avec cette recherche de simplicité en termes de communication vis-à-vis du consommateur. Plusieurs logiques apparaissent dans la construction de cette direction du changement. Certains opérateurs vont décider de construire leur propre démarche au regard de leur propre analyse des attentes et capacités des opérateurs de la filière, comme par exemple la charte LU-Harmonie ou l'initiative Bigoud de ENAF. D'autres vont trouver dans des référentiels existants un cadre adapté à leurs pratiques ou à leur marché de commercialisation. C'est par exemple le cas pour l'adoption de la certification publique HVE pour haute valeur environnementale, qui est attribuée par le ministère de l'Agriculture et qui est une certification sur l'ensemble de l'exploitation agricole. Elle est notamment fortement adoptée dans le vin.
À l'inverse, certains opérateurs qui ont des marchés internationaux ont fait le choix d'adopter d'autres référentiels qui sont plus connus à l'international, comme l'initiative Sustainable Agriculture Initiative, qui a été adoptée par Rocket, parce que ces clients sont d'abord des clients internationaux. Enfin, certaines démarches vont chercher finalement à combiner les deux, c'est-à-dire ils vont chercher à mettre en équivalence ces démarches, donc des démarches privées qui vont aller vers une demande de reconnaissance HVE, ou pour en revenir au standard international SAI, qui vont essayer de benchmarker l'ensemble des pratiques à l'international en y incluant HVE. Donc en fait, on observe une diversité d'orientations de démarches qui se traduit par finalement des choix différents en fonction vraiment des marchés de commercialisation. Et ces choix vont se retrouver dans le choix des mentions valorisantes, donc sur la construction des marchés. Je vais commencer sur les stratégies de signalisation de marché par l'adoption de HVE, qui a fait l'objet quand même de beaucoup de discussions lors des entretiens. Et en fait, nous faisons le constat, finalement, qu'au travers des différentes filières, l'adoption d'HVE reste mitigée. En fait, pour certains, c'est un cadre qui est adapté, et cela souvent n'a fait que conforter une démarche déjà initiée. Pour d'autres, les avis sont plus mitigés, et même certains opérateurs nous ont mentionné explicitement ne pas vouloir l'adopter, parce que ne correspondant pas à leur ambition ou à leur logique interne. En revanche, pour certains produits comme le vin, la généralisation d'HVE conduit à en faire un passage aujourd'hui obligé pour être référencé dans les circuits de distribution. Donc, concernant HVE, la question elle reste entière de son devenir. D'après les entretiens que nous avons conduits, soit elle est à considérer comme une démarche parmi d'autres, soit elle est en passe de devenir finalement un standard d'entrée du marché. Il y a donc dans cette construction du marché d'autres standards et mentions valorisantes qui sont adoptés. Et cette direction ces mentions valorisantes, elles cherchent à exprimer la direction du changement qui est choisie. Alors donc, je vous disais à l'instant, on peut adopter HVE, des signes publics, ou certains opérateurs vont choisir de valoriser plutôt une démarche privée. Notons que pour les démarches en élevage interrogé, une préoccupation récurrente a été celle de trouver un référentiel adapté pour traiter du bien-être animal, qui est une préoccupation sociétale croissante pour eux, mais beaucoup d'opérateurs ne trouvaient pas aujourd'hui de référentiel adapté pour mettre en avant la question du bien-être animal. Les opérateurs nous ont aussi exprimé souvent une crainte relative à la confusion des mentions valorisantes pour le consommateur. Et enfin, nous avons pu constater que les positions premium de ces produits commercialisés dans les filières étaient inégalement établies. En fait, ils sont plus faciles à établir pour des produits à forte valeur ajoutée, comme dans le vin ou dans certains fromages. Et c'est plus difficile à établir pour des produits à faible valeur ajoutée qui concernent des aliments plus courants comme les pâtes, le lait boisson ou les conserves de légumes. Et donc finalement, le positionnement de marché de ces démarches va se traduire soit par un supplément de prix, soit il n'y aura pas de supplément de prix, mais ça va permettre un meilleur positionnement de produits dans les circuits de distribution, dans le référencement, tout particulièrement donc avec la grande distribution. Comme disaient certains, on ne vend pas plus cher, mais on vend mieux. Relativement à cette difficulté à obtenir des positions premium sur ces démarches, les opérateurs interrogés ont souligné que ce positionnement était difficile à établir parce qu'il y avait finalement un manque de pouvoir d'achat des consommateurs. C'est un point qui est régulièrement mis en débat et que l'on retrouve de plus en plus aujourd'hui dans les médias. Mais ce manque de pouvoir d'achat des consommateurs reste pour nous à relativiser au regard des préférences des consommateurs. Car certains opérateurs nous ont fait aussi le constat que si effectivement pour une partie de la population, l'achat alimentaire reste très contraint budgétairement et de plus en plus contraint, il n'en va pas ainsi de toutes les catégories sociales. Et il reste donc questionné le manque d'engouement d'une partie de la population pour acheter des produits issus de ces démarches différenciantes afin de soutenir leur développement économique par une consommation plus régulière. Enfin, pour renforcer la légitimité sur le marché, la plupart de ces démarches de filière, lorsque la démarche est suffisamment stabilisée par un cahier des charges, mobilisent la certification externe pour prouver leur démarche
et n'en reste pas donc à de simples audits internes. Enfin, selon les filières, on observe aussi parfois une implication directe des acteurs de la filière pour renforcer la communication de la démarche sur le marché, au travers par exemple d'interventions en magasin, de publicités qui mobilisent les agriculteurs dans des salons, voire des manifestations auprès du grand public. Donc, in fine, pour finir sur ce point de la construction des marchés, d'un point de vue de la transition, on peut considérer que finalement, la multiplication de ces démarches peut être aussi une forme de résilience sectorielle, car finalement, elles expérimentent chacune des pratiques variables, des choix de position variables, et finalement, elles construisent chacune des chemins de transition. Et donc, un enjeu est probablement de réfléchir aux formes de soutien qui pourraient être mises en place par l'État pour renforcer la légitimité et la lisibilité de ces démarches pour le consommateur et réduire ce risque de confusion, cette perte de repère pour le consommateur qui inquiète les opérateurs de ces démarches. Par exemple, lors de nos discussions collectives, nous nous sommes interrogés sur la création d'une démarche d'engagement en faveur de l'agroécologie par l'État, qui permettrait une forme de reconnaissance au-delà de la seule certification HVE des exploitations agricoles. Ce dispositif, il a été développé par le passé, notamment pour engager des filières qui cherchaient à améliorer la valeur nutritionnelle des produits. Je pense ici aux chartes PNNS du début des années 2000. Et donc, ces formes de soutien pourraient peut-être aider à une meilleure mise en lisibilité et reconnaissance pour le consommateur. Et ce, d'autant plus que je vous rappelais à l'instant qu'on a observé une inégalité de capacité de positionnement sur le marché entre les produits à forte valeur ajoutée et ceux qui le sont moins, ce qui génère finalement des inégalités de financement d'actions de promotion autour de l'agroécologie entre les filières. Enfin, pour revenir aux enjeux sur les filières d'élevage, un enjeu a été souvent exprimé, celui de trouver une certification publique sur le bien-être animal en lien avec l'agroécologie. Donc la direction du changement, elle contribue à faire des choix d'orientation sur le marché, mais comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, ça ne suffit pas. Pour consolider des marchés, il faut qu'un ensemble de fonctions soit réalisé. Elles doivent être activées conjointement par ces démarches. Donc je vais revenir maintenant sur les autres fonctions essentielles à la construction de ces démarches. Je vais commencer par la question du développement des connaissances et des moyens en fait, qui sont mis en œuvre par ces filières pour développer des connaissances adaptées à leur démarche. Donc nous avons pu observer que toutes ces démarches de filières, elles mettent en place des moyens internes propres pour renforcer cette construction de connaissances sur les nouvelles pratiques. Donc elles mettent leurs propres moyens en place, celles d'un conseil technique dédié. Par exemple, des coopératives agricoles sous contrat avec des industriels vont mettre en place un suivi spécifique des agriculteurs qui sont engagés dans la démarche. Cela donne lieu aussi à la construction de bases de données partagées pour construire des références de production, construire les indicateurs qui leur sont pertinents et pour suivre aussi la rentabilité de la démarche. Les coopératives, mais comme les industriels, les opérateurs de la transformation, organisent leurs propres expérimentations et suivis pour construire ces indicateurs. Et un point intéressant que nous avons pu observer dans ces démarches, c'est finalement une nouvelle forme d'engagement de l'aval dans la construction d'une expertise agronomique. La plupart des industriels associés à ces démarches ont en effet créé leur propre direction agronomique dans leur entreprise, afin d'avoir un dialogue d'égal à égal entre experts sur la démarche qui est mise en œuvre. Ce dialogue entre l'amont et l'aval, qui est renforcé au sein de ces démarches, contribue donc à la co-construction de connaissances, mais cela passe aussi par d'autres dispositifs qu'on a pu observer, comme des visites de l'aval au champ, ou inversement des agriculteurs qui viennent visiter des usines de transformation. Il y a bien là dans ces démarches la volonté de créer une adhésion collective, un sentiment d'appartenance à une filière qui fait sens et dont les interactions vont finalement aussi favoriser un apprentissage collectif. Enfin, dans la plupart de ces démarches, un point a été affirmé, celui d'une logique de progressivité et d'amélioration continue, qui est permis par ce dialogue régulier entre l'amont et l'aval. Donc ces démarches, elles ne cherchent pas à s'enfermer dans des référentiels figés, mais dans des référentiels de progrès. Ainsi, les cahiers des charges évoluent au fur et à mesure des savoir-faire et des effets d'entraînement qu'ont certains agriculteurs plus pionniers pour diffuser les connaissances construites.
Pour autant, ce que nous avons pu observer, c'est que les moyens et les ressources financières mises à disposition pour développer ces connaissances restent variables d'une démarche à l'autre. Je vous le disais tout à l'heure, il y a des filières à plus forte valeur ajoutée qui disposent de plus de moyens, et les moyens mis à disposition par les interprofessions et les instituts techniques sont aussi variables car ils dépendent directement de leur taille de filière et de production associée. Et donc, in fine, on observe que les accès à des projets de recherche et développement restent inégaux entre ces démarches. Ces constats nous amènent donc à nous interroger sur la manière de pouvoir mieux fédérer, de faire interagir les différents dispositifs de construction des connaissances afin de contribuer à un plus large partage et diffusion des connaissances qui sont construites. Sachant aussi que ces démarches vont mobiliser différents réseaux de connaissances qui permettra aussi de favoriser plus largement cette diffusion. Ainsi, le développement des connaissances repose donc sur de multiples interactions entre l'amont et l'aval, mais qui dépendent donc largement du choix du mode de gouvernance dans la démarche pour accentuer ces interactions. Donc, relativement à la gouvernance de la démarche, on a pu observer une progressivité dans l'inclusion des différents maillons dans les décisions relatives à l'orientation de la démarche. Les formes décisionnelles sont plutôt le plus souvent collégiales, associant différents représentants des maillons de la filière. Certaines démarches associent même des représentants du consommateur. Et de ce mode de gouvernance, tous insistent pour dire qu'il est vraiment crucial car il développe une forme de confiance entre les opérateurs de la filière. Donc la gouvernance, elle va contribuer à fédérer les opérateurs sur des valeurs partagées et on renverse finalement ici les logiques de transaction sur des marchés classiques de seule entente par les prix, car dans ces démarches, il est aussi question de discuter des pratiques et des choix de qualité visés et de progrès, ce qui développe finalement des valeurs communes d'engagement. Pour autant, certains opérateurs déplorent que, parfois encore, ces démarches restent trop soumises aux directions marketing des entreprises ou à des sous-filières isolées dans des groupes d'entreprises, tandis que d'autres ont réussi à faire le choix de diffuser plus largement la démarche dans toute l'entreprise. Enfin, pour sécuriser la démarche, en plus de cette gouvernance dans les processus de décision, il faut aussi trouver les bons dispositifs organisationnels pour sécuriser la relation. La plupart de ces opérateurs mettent en place des contrats de production, c'est-à-dire des contrats de commercialisation qui sont passés avant la mise en production avec un cahier des charges spécifique d'obligation de moyens ou de résultats. Et ces contrats, en fait, ils permettent dans le temps de sécuriser et de pérenniser la démarche. Ces contrats, ils sont aussi le moyen d'intégrer des formules de prix plus transparentes et connues à l'avance et qui sont le plus souvent associées à une grille de paiement incitative pour l'agriculteur. L'autonomie des agriculteurs reste cependant dépendante du cahier des charges et du mode de gouvernance dans la construction de ce cahier des charges, notamment si le collège amont est bien associé à sa construction. Mais dans la plupart des cas, ces cahiers des charges sont dits co-construits et certains opérateurs parlent même d'une transformation de ces cahiers des charges en cahiers de ressources pour permettre à chaque agriculteur de trouver des pratiques adaptées et non imposées. Cependant, une question restait posée pour nous de savoir comment les clauses de ces cahiers des charges, qui sont associées donc à ces démarches de filière, qui sont donc souvent organisées par domaine de production, comment ces cahiers des charges peuvent engager une vision plus systémique de l'exploitation agricole au-delà de la production qui est sous contrat. C'est souvent une problématique posée, c'est notamment en discussion au sein de l'INAO pour promouvoir l'adoption de HVE par les SICO. Mais il nous a été difficile de répondre à cette question, car souvent l'accès à ces contrats y restait difficile, car jugé très stratégique par les opérateurs de ces démarches. Pour terminer, en termes de gouvernance, il est aussi bien sûr question de l'extension du réseau. Et dans la construction de cette démarche, l'extension du réseau peut être une clé pour, je vous disais, associer d'autres parties prenantes dans la construction des connaissances, mais aussi asseoir la légitimité de la démarche et sa notoriété. Donc un point important que nous avons observé est que ces démarches associent de plus en plus une diversité de parties prenantes à leur réflexion, des nouvelles structures comme des ONG, des associations de promotion de pratiques agroécologiques sont de plus en plus mobilisées dans ces démarches, comme en complément des réseaux agricoles plus classiques. Donc on nous a souvent cité PADV, l'association Noé, Sol Vivant, Cifris. Et donc on observe en fait une volonté de ces démarches d'élargir le cercle du conseil agricole.
On observe aussi une assez forte volonté de ces démarches de trouver des logiques d'action dans le territoire d'implantation, que ce soit en termes de soutien ou de mobilisation du dispositif territorial. Donc on voit bien un accroissement des dispositifs d'interaction avec différentes parties prenantes qui amènent, à travers ces démarches, une redéfinition des contours du périmètre du Conseil agricole. Enfin, en termes d'extension du réseau, on a aussi observé la volonté de certaines démarches d'essayer de se regrouper. C'est par exemple le cas explicite de la troisième voie entre Bleu Blanc Cœur, Demain la Terre et PADV, qui cherche à gagner ainsi en lisibilité et taille de marché. Ces démarches, elles se retrouvent aussi ensemble dans des arènes communes de discussion en termes de think tank ou au travers des parties prenantes qu'elles associent à leur démarche. Et au-delà des préoccupations en termes de taille de marché, ces démarches nous ont aussi expliqué qu'elles étaient confrontées à des enjeux de transmission, de renouvellement des générations. Des démarches avec des pionniers, des membres très engagés qui peinent parfois finalement à renouveler avec de nouvelles générations, supposant donc de redéfinir la direction du changement. Ainsi, si des espaces de rencontre existent entre ces démarches parce qu'elles mobilisent finalement les mêmes parties prenantes au travers d'ONG ou de think tank pour réfléchir à leur démarche, on peut quand même s'interroger plus largement sur les dispositifs existants qui leur permettent d'engager un dialogue entre elles. Ce dialogue entre elles leur permettrait de partager des problématiques communes, comme celle de la transmission ou de l'engagement qui nous a été évoquée, ou de travailler ensemble sur des formes de promotion de l'agroécologie interfilière, alors que les interprofessions qui sont organisées par filière permettent difficilement encore ce dialogue. Donc ce dialogue entre filières pourrait par exemple être renforcé avec la Share in Fact qui a été créée en 2020. Ce dialogue est aussi permis à travers la construction des plans alimentaires territoriaux et bien sûr au sein de l'INAO entre les SICO. Donc l'extension du réseau permet d'associer des parties prenantes dans la réflexion, mais permet aussi de favoriser la mobilisation de ressources pour asseoir la compétitivité. Donc ces démarches sur le marché dépendent bien sûr des leviers de rentabilité qu'elles vont réussir à actionner et des moyens qu'elles vont réussir à mobiliser. Donc un levier fréquemment actionné est celui de mobiliser finalement l'outil du crédit d'impôt pour notamment amortir le coût de la certification externe, qu'on soit dans des certifications publiques ou privées. Dans une démarche de filière différenciante, il reste aussi plus aisé finalement de construire des fonds financiers partagés pour les investissements via des fonds propres aux organisations associées ou en mobilisant des dispositifs de financement auprès des banques, les banques se disant de plus en plus vigilantes sur les actions en termes de développement durable des entreprises. Donc ces démarches de filière arrivent à avoir un effet de levier sur ces banques plus facilement. Il y a aussi la Banque des territoires qui est mobilisée, la Caisse des dépôts. Et ce, d'autant plus, cette mobilisation de ressources externes est d'autant plus importante que nous avons fait le constat que les moyens financiers des interprofessions étaient en revanche inégaux pour accompagner ces démarches. Les opérateurs nous ont aussi expliqué qu'elles s'appuyaient aussi fortement sur des dispositifs territoriaux avec une aide significative des régions, particulièrement dans la phase d'émergence, tandis que des institutions plus nationales vont être mobilisées plutôt en phase de développement ou de déploiement. Donc, in fine, la participation à des partenariats de R&D reste variable. Certaines démarches ont réussi à développer une stratégie active de réponse à des appels à projets de financement. D'autres restent cependant moins agiles sur la captation de financement externe ou le développement de partenariats entre entreprises concurrentes. Enfin, pour mobiliser des ressources de manière efficiente, il faut aussi être prêt à s'investir dans de nouvelles activités nécessaires au fonctionnement de la démarche. Et on a pu aussi observer que certaines démarches avaient créé de nouvelles activités spécifiques, comme par exemple en création variétale. Je vais terminer par la dernière fonction, celle du dialogue avec les pouvoirs publics, qui contribue aussi à la mobilisation de ressources, mais aussi pour essayer de transformer, en faisant pression, pour transformer les conditions du marché. Alors, dans ce dialogue avec les pouvoirs publics, je le disais à l'instant, les régions ont été régulièrement citées. Elles opèrent vraiment comme un espace de dialogue de proximité très mobilisé.
Cependant, les moyens de ces filières en termes de lobbying, pour faire connaître les besoins de la filière, pour faire reconnaître les actions qu'elles ont entreprises, restent inégaux. On peut noter que plusieurs démarches ont œuvré pour une reconnaissance de leurs produits dans le dispositif EGalim de 50% d'approvisionnement de produits sous signe de qualité dans la restauration collective, et que aussi plusieurs démarches sont encore en discussion autour des demandes d'équivalence pour la certification HVE, ou pour chercher à obtenir la construction de nouveaux signes distinctifs sur le marché. Donc cette pression et ce dialogue avec les pouvoirs publics restent une fonction importante, mais qui était quand même inégalement mobilisée selon les démarches. Donc avant de conclure, je vais revenir sur la fameuse grille FAO. Donc en fait, je vous disais qu'on avait soumis cette grille FAO auprès des opérateurs, ces 10 éléments de l'agroécologie, pour leur demander en fait quels étaient les 3 principes moteurs de leur démarche. En fait, une fois qu'ils nous avaient expliqué comment leur démarche fonctionnait, qu'ils nous ont expliqué comment ils cherchaient à développer leur démarche, on leur a demandé finalement quels seraient pour vous les 3 principes clés qui caractérisent la construction de votre démarche. Eh bien, in fine, les principes qui ont été les plus cités sont ceux relevant des dimensions sociales. Ça a été la co-construction et le partage des connaissances qui a été largement publicité par ces opérateurs, ainsi que les valeurs sociales et humaines liées à leur responsabilité sociale et environnementale, et tout particulièrement relatives à des nouvelles préoccupations, comme par exemple la question du bien-être animal. Ensuite, ont été fréquemment cités les principes de gouvernance responsable, au regard de la volonté de promouvoir des modes de gouvernance plus collégiaux et des rémunérations plus transparentes. La recherche de résilience, en réfléchissant collectivement aux nouvelles pratiques et critères de qualité face au changement climatique, mais aussi en témoignant d'une plus grande capacité de réaction collective par la démarche aux évolutions des attentes des consommateurs. L'efficience, citée souvent aussi dans une logique d'économie des ressources et de réduction d'usage des intrants de synthèse. La mention à la culture et aux traditions alimentaires a été surtout citée au sein des SICO et au sein de démarches très territorialisées. En revanche, ont été très peu cités les principes de diversité, de synergie et d'économie circulaire et solidaire. Ces principes restent très dépendants d'une vision plus systémique des filières, dont plusieurs opérateurs se sont dit conscients de devoir travailler, avec la volonté de réfléchir à des dispositifs qui pourraient favoriser ces synergies entre les filières de production. Mais aujourd'hui, l'essentiel de ces démarches reste par filière. Je vais maintenant conclure. Et donc, pour conclure, nous vous proposons de revenir sur quelques-uns des points clés que nous avons tissés au fur et à mesure de la présentation de ces résultats. Donc, pour revenir à la première question finalement qui nous a été adressée, celle au départ de ce chantier, de savoir comment ces démarches se positionnent par rapport à l'agroécologie, comment l'agroécologie aujourd'hui se positionne sur le marché. Eh bien, pour nous, finalement, l'agroécologie doit rester un cadre d'ensemble. C'est un cadre d'ensemble, et d'autant plus que parce que les démarches de filière, elles sont finalement plus à l'aise à communiquer sur des pratiques spécifiques que sur le terme agroécologique lui-même. Et n'oublions pas aussi qu'à l'échelle temporelle d'une transition, l'usage courant du terme agroécologique par les pouvoirs publics reste récent. Et donc, il est vraiment important pour nous que les pouvoirs publics continuent son emploi explicite, manifeste dans des actions du secteur agricole pour encourager les filières à y repositionner leurs pratiques. Aujourd'hui, finalement, il y a une diversité de démarches qui cheminent dans ce processus de transition. Et cette diversité, elle ne doit pas être vue comme un frein, mais vraiment comme une source de résilience sectorielle dans la capacité à expérimenter et à envisager différents cheminements vers l'agroécologie. Le fait aussi que le principe de co-construction des connaissances soit fortement mis en avant est plutôt une bonne chose, car cela doit favoriser donc des démarches bien co-construites avec les agriculteurs, adaptées localement et associées à une gouvernance responsable et inclusive qui finalement ne se restreint pas à un seul pilotage par l'aval, mais à une co-construction amont-aval. Et donc finalement, l'agroécologie, ce n'est pas qu'une affaire de technique de production,
c'est aussi la construction de nouvelles valeurs sociales. Cependant, nous avons pu observer que la part de marché de ces démarches reste très limitée, avec, selon les filières, une progression jugée difficile. Donc cela questionne à la fois le pouvoir d'achat, les préférences des consommateurs, mais aussi leur capacité de compréhension, de reconnaissance de ces démarches comme étant légitimes. Ces constats nous invitent à exprimer une réflexion sur les moyens de mieux mettre en lisibilité ces démarches. Elles invitent les pouvoirs publics à réfléchir à des outils de mise en lisibilité de ces démarches d'engagement en faveur de l'agroécologie, au-delà de la seule certification HVE des exploitations. À plusieurs reprises, nous avons aussi indiqué que ces filières disposaient de moyens d'action inégaux, de ressources inégales au sein de leur interprofession, comme en témoignent notamment des actions de communication différenciées. Ce constat nécessite donc un partage accru de connaissances et d'expériences entre filières, afin de croiser les expertises entre domaines de production. Comment des pratiques expérimentées par une filière peuvent être partagées avec une autre filière qui pourrait y trouver des clés d'adaptation. Il faut trouver des synergies à actionner, il faut aussi mieux évaluer les impacts de ces démarches dans les territoires. Enfin, un point important reste aussi la capacité de ces démarches à promouvoir une vision systémique de l'exploitation agricole et du territoire au travers de leur charte ou de leur cahier des charges. Il y a donc là aussi un travail qui mobilise en fait à nouveau cette action entre production et entre filières. Je vous remercie et nous remercions aussi vivement toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette étude et qui ont été interrogées. Donc la parole, merci. La parole est à la salle. La première question, Christian. D'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Et ce n'est pas un travail facile que de synthétiser ce qui, dans le schéma du début, ressemble un peu à un troupeau de chats quand même. Donc, bravo d'avoir... Ce n'est pas une filière, mais c'est vraiment super bien. En fait, en t'écoutant, je me posais deux questions. Beaucoup d'autres, mais deux principales. En fait, est-ce qu'on reste dans le cadre du début, c'est-à-dire de transformation de l'agriculture conventionnelle, ou est-ce que, tout compte fait, on reste dans une logique assez classique d'émergence d'un marché qui s'avère être plutôt un marché de niche? Et d'ailleurs, à un moment donné, tu as souligné ça en fait, en disant que ça a du mal à se créer. Et donc, de fait, ce n'est pas une transformation d'un système dominant. Ça peut apparaître comme étant une forme de création de quelque chose qui, d'ailleurs, répond à la même logique traditionnelle, qui est de dépendre des directions marketing des entreprises, en fait. Est-ce que ce n'est pas ça la révélation? Et, enfin, le révélateur de l'histoire. Et puis, deuxième point, il y a un terme que tu n'as jamais utilisé, c'est le fait que l'ensemble de la logique de production agricole est sous la tutelle d'une politique agricole commune qui, tout compte fait, en termes de financement public, est quelque chose de très important, et une logique une forme de stabilisateur massif. Et le fait que tu n'en parles pas est à la fois un signal majeur du fait que c'est le stabilisateur de toute l'histoire. Oui, tout à fait. Alors, les autres animateurs du groupe filière pourront aussi compléter les réponses. C'était convenu que je ne répondais pas toute seule à toutes les questions. Donc effectivement, en fait, il faut comprendre, on est dans un processus de transition, et la transition, ça se fait pas à pas. Ça va prendre 1, 2 générations.
Et d'où ça part. En fait, il faut bien qu'il y ait à un moment donné un point de départ. Et donc nous, on a considéré que ces démarches de différenciation, elles sont des formes de point de départ, mais elles construisent chacune des logiques et elles vont démarrer différemment en fonction de leur type de production. Donc effectivement, on est dans des phases de création de marché parce qu'à un moment donné, il faut quand même que le consommateur consomme ces produits et donc il faut que le consommateur les reconnaisse. Donc d'où la question de la mise en visibilité, de la signalisation sur le marché. Donc on est sur des constructions effectivement de marché, donc des créations de niches en point de départ. Mais le but c'est que la niche ne reste pas la niche, voilà, et se diffuse. Alors la PAC. Alors dans les entretiens, effectivement, moi j'ai souvenir pour une grande partie de mes entretiens que ça a été assez peu évoqué. Donc je pense que les opérateurs considèrent que de toute façon la PAC elle est là, c'est le contexte, elle est imposée, donc on est dedans, et donc on essaie d'œuvrer dans cette logique de la PAC, et donc ils n'y sont pas revenus dessus parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de marge de manœuvre à actionner pour transformer la politique agricole. En revanche, quand même, certains nous ont dit que, par exemple, par rapport à l'adoption d'HVE, que ça pouvait être aussi, ils savaient, au moment des entretiens, il était question qu'il y aurait des aides peut-être spécifiques par rapport à la certification environnementale. Donc, ils étaient quand même à l'affût de vérifier que ce qu'ils mettaient en place allait contribuer à bénéficier des aides de la PAC. Ça fait partie de la mobilisation de ressources, mais on n'y est pas revenu parce que finalement, tout le monde cherche, qu'on soit dans une démarche différenciante ou pas, tout le monde cherche à faire en sorte de bénéficier de ces aides de la PAC. Donc ce n'est pas effectivement revenu particulièrement dans les questions. Je ne sais pas si pour une filière en particulier, il y a eu des questions relatives à la PAC, mais moi, sur mes filières à moi, je n'ai pas eu interrogé, je n'ai pas eu de questions à ce sujet-là. Oui, bonjour. Donc, Franck Moreau, hein, je représente l'interprofession caprine et je suis agriculteur. L'agroécologie, en fait, c'est pas parce qu'on n'utilise pas le terme qu'on n'en fait pas. Je pense qu'il y a cette appropriation, justement, on pourrait dire du concept, et après la traduction dans les différentes filières. L'étude est intéressante parce qu'elle met beaucoup de choses en évidence. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'aujourd'hui, tout le développement, justement, et l'utilisation du terme agroécologique, c'est principalement du marketing. Principalement du marketing dans un état d'esprit, malgré tout, avec le lien, bien sûr, avec l'amont, de créer des segmentations pour essayer d'aller chercher de la valeur. Mais je ne suis pas convaincu que, sur le fond, la question profonde de l'agroécologie soit la première, je dirais... le premier élément, je dirais, qui pousse à aller sur ces segmentations. Vous avez parlé de l'agriculture biologique. C'est dommage que l'étude est terminée, parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans certaines filières que l'agriculture biologique a implosé. Je pense que ça serait intéressant d'analyser particulièrement les raisons. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, au travers de l'identification de segmentation, le consommateur se perd. Et je pense que par expérience, dans notre filière caprine, on a, je dirais, toute cette production classique, et puis on a un élément de segmentation qui sont les AOP. On a le label rouge sur la partie viande. On a des identifications fortes, notamment sur des pratiques qui rejoignent une partie d'agroécologie, et je pense qu'au travers de ces éléments-là, et c'est ce qu'on cherche à faire dans notre filière, c'est que ces AOP puissent être les fers de lance d'appropriation de l'agroécologie et de sa mise en place. Pour le consommateur, le premier critère de choix de son alimentation, aujourd'hui, c'est le drapeau français. Et ça, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir justement traduire au travers de ce premier choix, qui est un choix relativement simple à faire. Ça veut dire clairement qu'il faut que l'ensemble des filières, avec leur socle, évoluent sur l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas de la segmentation, c'est bien un objectif clair des politiques publiques
du choix qui sont faits dans les interprofessions, de pouvoir justement s'approprier ce terme agroécologie et de le traduire dans déjà beaucoup d'actions qui sont menées et faire en sorte que l'agriculture conventionnelle évolue. Et voilà, c'est vraiment ces éléments-là qui sont extrêmement importants pour nous et de ne pas tomber justement dans ce travers pour un certain nombre. Il y a des démarches intéressantes, hein, je ne jette pas tout, hein, puis je ne veux surtout pas critiquer le travail qui a été fait parce que c'est un travail hyper important. Mais moi, c'est dans sa traduction, justement, c'est que la conclusion, et je pense que vous l'avez faite aussi dans ce sens-là, c'est pas de dire l'agroécologie doit se traduire dans de la segmentation qui va amener les choses, parce qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé, il y a un biais. Et ce biais n'est pas du tout, je dirais, satisfaisant pour nous. Oui, merci pour cette contribution. Vous avez raison. Sur le point de l'agroécologie, en fait, oui, on a bien... C'était la question au départ de se demander finalement qui l'utilise en communication externe, qui le mobilise vraiment sur sa segmentation de marché. Et finalement, donc on a bien vu que ce terme-là était quand même très peu employé explicitement. Et on s'est dit, mais tant mieux, parce que l'agroécologie, ça doit rester un cadre d'ensemble. Et effectivement, dans les entretiens, beaucoup nous ont dit, mais nous, l'agroécologie, de toute façon, on en fait, ou on en fait déjà depuis longtemps dans certaines pratiques. Donc ça, effectivement, c'est un point important. Ensuite, donc vous, au niveau de votre interprofession, vous avez des actions manifestement claires autour de l'agroécologie. Pour autant, la discussion collective qu'on a eue suite aux entretiens avec toutes les interprofessions et les démarches de filière, on a bien observé que ce n'était pas forcément le cas dans toutes les interprofessions. Donc là, il y a encore un travail à faire à l'échelle de toutes les interprofessions de discussion et d'engagement d'action collective autour de l'agroécologie qui est encore inégalement abordée et soutenue. Et effectivement, au sein de l'INAO, les entretiens qu'on a eus confirment qu'il y a vraiment des groupes de travail autour de cette volonté d'améliorer les cahiers des charges autour de l'agroécologie. Sur le bio, il y a des projets en cours, on pourra vous renvoyer aussi sur d'autres projets. Mais effectivement, on ne pouvait pas tout faire et donc là, on n'a pas traité le bio. On va prendre quelques questions dans le chat. Donc deux questions en fait sur la vision systémique. Il y a l'exemple des fruits et légumes où souvent les contrats de production sont passés en monoproduits. Et une question était, est-ce qu'il y a eu des enseignes qui auraient présenté une approche plus systémique? Et donc c'est posé pour les fruits et légumes, mais également de façon plus générale, est-ce qu'il y a des visions plus systémiques qui ont été proposées dans les démarches qu'on a travaillées? C'est celle-là? Vous parlez d'une vision systémique à promouvoir, à vous détecter des tentatives dans certains exemples illustratifs. L'animateur de la filière fruits et légumes n'est pas connecté, mais je vais y répondre un peu. Donc sur les fruits et légumes, effectivement, dans les initiatives qu'on a interrogées, effectivement, les cahiers des charges sont par production. Cahier des charges sur la pomme, cahier des charges, je sais pas, sur le haricot. Et donc, mais par contre, ces démarches sont conscientes d'essayer de travailler des cahiers des charges plus entre domaines de production, mais ça reste difficile en fait aujourd'hui dans l'organisation des bassins de production. Donc je pense que ces démarches de filière, elles sont aussi confrontées à l'organisation territoriale de nos productions qu'on a héritées aussi du siècle passé, qui se sont progressivement organisées par bassins de spécialisation. Et donc il y a un travail aussi plus large qui dépasse aussi la seule démarche de filière, de réorganisation de ces bassins. Et on pense que c'est vraiment à l'occasion des plans alimentaires territoriaux qu'est re-questionnée cette volonté-là de réorganiser des liens entre filières. Bonjour, je suis Loa Payou, journaliste pour Référence Agro. J'ai une question sur l'échantillon des démarches retenues. Pas la prétention de connaître la trajectoire des 28 démarches en l'occurrence. Il me semble qu'elles sont toutes encore en tout cas actives avec des succès peut-être variés, mais est-ce qu'il a été envisagé de faire l'autopsie de démarches qui ont échoué parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre des échecs.
Tu ne veux pas venir répondre là ? Merci pour cette question. Effectivement, c'est très pertinent. On se l'est dit à plusieurs reprises. Et ça nous a... Donc non, il y a quelques travaux, des travaux qui ont pu étudier des démarches qui aujourd'hui n'existent plus, ou qui ont échoué dans des stratégies même de commercialisation. Alors, je ne vais pas les citer ici, ça serait malvenu. Mais par contre, ça nous a mis en discussion, se dire comment on ferait pour avoir un observatoire, en fait. Comment on pourrait avoir un observatoire dans le temps de ces démarches, afin d'avoir un suivi dans le temps, ce qui nous permettrait effectivement pour nous déjà de mieux identifier des démarches et toutes ces niches, ces graines-là qui essaiment pour trouver des chemins de transition. Et justement, au fil du temps, essayer de voir pourquoi certaines n'aboutissent pas. Et puis, on a certaines qui se regroupent aussi. Donc, il y en a qui disparaissent parce qu'elles ont été aussi associées à d'autres démarches. Donc, une autre question dans le chat. Donc, c'est est-ce que le label HVE peut-il être considéré comme agroécologique au regard des critères FAO ? Alors, moi, je vais vous rendre compte de l'avis des opérateurs qu'on a interrogés. En fait, les avis, ils ont été mitigés. Certains ont dit ça correspond à notre démarche, ça rentre bien dans le système qu'on met en place. Donc pour nous, c'est une façon de valoriser cette agroécologie. Et d'autres ont considéré, je crois qu'on avait même quelques verbatims illustratifs de ce propos, que ce n'était pas assez ambitieux pour l'agroécologie. Parce qu'il y avait un manque de vision justement systémique entre les domaines de production, moins adaptés pour l'élevage, c'est des choses qui sont revenues régulièrement. Donc suffisamment ou pas suffisamment agroécologique, ça c'est vraiment variable selon les domaines de production, mais toujours est-il que ça peut servir de point de départ. Donc c'est un point de départ pour travailler et progresser. Oui, Jean-Louis INRA, Jean-Louis Perrault. Alors, merci pour l'exposé vraiment très clair et l'effort de synthèse qui a été fait. Moi, j'avais une question, parce qu'en fait, dans les filières françaises, il y en a qui sont plus ou moins ouvertes sur l'export, enfin, les céréales, le lait, pour ne citer qu'elles, mais il y en a d'autres. Et du coup, est-ce qu'il y a des différences de perception de toutes ces questions-là, selon que justement la filière est très ouverte à de la compétitivité internationale ou un peu moins ? Alors effectivement, ça on l'a observé en fonction du type de marché à l'export qui était à forte valeur ajoutée ou pas. Donc sur les marchés export à forte valeur ajoutée comme le vin, il y avait clairement la volonté d'aller vers des démarches de plus en plus qualitatives, notamment en raison des financements, par exemple des banques, qui sont reliés à des groupes internationaux et qui, eux, ont des attentes très très explicites de plus en plus d'engagement de la durabilité, parce que les clients de ces banques sont aussi regardants de ces dimensions-là. Sur des produits à moins forte valeur ajoutée, qui sont plus, on va dire, les marchés de commodités, comme effectivement sur des céréales, le blé, c'est plus mitigé parce qu'il y a moins de reconnaissance à l'international, par exemple du label HVE ou de certaines certifications publiques. Alors que sur d'autres marchés, ça dépend vraiment des filières de production. Sur d'autres filières de production, il y a des mises en équivalence et des reconnaissances à l'international, et pour d'autres, non. Oui, Chantal Loïs, enseignant-chercheur en agronomie AgroParisTech. Donc, merci beaucoup pour la présentation, Marie-Benoît. Et j'avais une question. Ce qui m'a marqué là, dans la présentation des cas, c'est que c'était dans le graphe à 2 axes, c'était structuré par filière. Et je me demandais si dans les trajectoires, dans les chemins de transition, on voyait apparaître des approches plus multifilières avec par exemple des outils industriels un peu polyvalents pour gérer plusieurs fruits et légumes ou autres démarches en lien avec une promotion de la diversification également dans l'exploitation agricole. Parce qu'on voit bien que c'est très filière, puis bon, c'est des groupes filières aussi INRAE, enfin, bon, on hérite bien de ce mouvement de spécialisation dans toutes les structures, mais est-ce qu'il y a des choses qui seraient un peu émergentes de ce point de vue-là ? Alors effectivement, tu as raison, c'est un point sur lequel nous, on était particulièrement intéressés, parce que l'agroécologie, il faut jouer sur la biodiversité, les synergies entre productions. L'organisation industrielle fait qu'on est vraiment dans des organisations par production et par filière, donc ça reste difficile. Et le deuxième point,
c'est que finalement, les démarches, et vous l'avez vu dans les dates de démarrage, on est quand même sur des choses assez relativement récentes, qui sont assez récentes. Et donc, en fait, ce qui nous a souvent été dit, j'ai bien ce souvenir-là dans des entretiens, on démarre par une production. Donc, il faut bien démarrer par quelque chose. Et donc, il y a l'idée dans ces initiatives, ces démarches, de dire, je démarre, par exemple, sur telle conserve de légumes, et si je vois que ça marche, que j'arrive à fédérer à l'amont les agriculteurs pour entrer dans la démarche, et que je vois à l'aval que j'arrive à positionner mon produit dans les circuits de distribution que le consommateur achète, eh bien, je passerai à une autre production. Et puis ensuite, je peux généraliser. Et je pense qu'il y a d'abord cette volonté-là, et si ça passe sur plusieurs productions, alors je pense qu'ils peuvent aller à un stade supérieur de se dire, bon, maintenant, il faut travailler cette transversalité. Et pour des démarches plus anciennes, ils étaient déjà dans cette réflexion d'essayer de travailler ces synergies. Mais aujourd'hui, donc on n'a pas eu accès au cahier des charges, donc on ne peut pas vous dire exactement si dans les cahiers des charges, il y a plusieurs productions qui sont incluses dedans ou pas, ou si ces cahiers des charges restent par production. Ensuite, il y a certaines démarches qui sont quand même multifilières, par exemple en élevage. Là, c'est la démarche qui est connue ici, Bleu Blanc Cœur, qui elle, travaille à l'échelle de plusieurs filières en élevage. Oui, bonjour, Alain Moulinier, vice-président du CGAER. Merci beaucoup pour ce travail extrêmement intéressant. Alors, on a vu que ça concernait essentiellement des niches et qu'il fallait une co-construction. Alors, on peut se demander comment on peut développer tout ça pour massifier un peu les choses. Vous avez parlé de mise en visibilité de la démarche agroécologique au-delà de HVE. Est-ce qu'il y a une idée par derrière un peu concrète? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est, on parle de co-construction, mais il y a toujours quelqu'un qui est à l'initiative de la construction. Et donc, aujourd'hui, on voit que les démarches RSE prennent de plus en plus d'importance au sein des entreprises, cotées ou non cotées, vis-à-vis des banques aussi, et que quand on traite des produits agricoles, c'est essentiellement vers l'amont que l'on se retourne pour valoriser, pour faire du RSE. Et donc, est-ce que ce levier-là, au niveau de l'agroalimentaire, n'est pas un levier qui va prendre de plus en plus d'importance? Si, effectivement, c'est quelque chose qui est revenu dans les entretiens. Il n'y a aucun opérateur qu'on a interrogé qui n'était pas convaincu qu'on allait dans cette transition. Donc, tous savent qu'on... Voilà. Tous sont convaincus qu'on va dans cette transition et donc il faut trouver les moyens d'action pour y aller. C'est sûr que les engagements RSE a été un levier important pour inciter les entreprises à exprimer cette direction du changement et à se mettre d'accord sur cette direction du changement. Parce que s'il faut la communiquer, il faut qu'on se mette d'accord sur quoi on communique et qu'est-ce qu'on met en œuvre. Tous vont assez rapidement aussi sur des logiques de certification externe pour asseoir la légitimité. Il n'en reste pas des audits internes, sauf dans la phase vraiment d'émergence, on va rester sur de l'audit interne, mais après on passe assez rapidement sur la certification externe. La pression des banques, oui, je pense que c'est un point qui joue aujourd'hui avec cette logique de la finance verte qui se développe de plus en plus. Donc on voit que finalement les pressions qui s'exercent, elles ne sont pas que celles des consommateurs, c'est une pression sociétale, citoyenne, qui va passer par différents canaux. Et des canaux qui ne sont pas finalement que français, parce que des fois on a tendance à dire que l'agroécologie c'est une affaire française. Mais en fait non, là, les systèmes bancaires aujourd'hui sont des systèmes mondiaux. Et donc on retrouve ces attentes qui sont exprimées dans le système bancaire d'aller vers cette finance verte et vers ces engagements de durabilité RSE. Donc on voit que la pression, elle n'est pas que à l'échelle de la France, elle est aussi internationale. Oui, donc une question par rapport à la positionnement de ces démarches vis-à-vis des agriculteurs biologiques. Comment elles se positionnent? Est-ce qu'il y a une articulation entre elles? Et pour compléter la question qui vient, donc une première question d'un interlocuteur et une autre de l'agence bio, dans le même sens, c'est quel est le poids de la reconnaissance des pouvoirs publics dans ces démarches d'origine d'initiative privée par rapport aux démarches encadrées par l'État, notamment biologiques? Le poids en termes d'exploitation agricole engagée, par exemple, en termes de volume global. Mais en fait, on est là dans une difficulté d'évaluation parce que tout ce qui est certification publique, on a forcément de la statistique mise à disposition.
Mais tout ce qui est certification privée, comme il n'y a pas d'enquête ou d'obligation de déclaration dans une base de données quelconque, on n'a pas les moyens, nous, de quantifier aujourd'hui. D'où la question qu'on se posait de créer un observatoire, d'essayer un peu de mesurer. Donc là, nous, on était sur des déclarations par les opérateurs engagés de leur part de marché. Et souvent, dans ces démarches-là, si je tisse un ordre de grandeur, mais vraiment un intervalle large, parce qu'on est sur, je vous disais, près de 30 cas d'études avec des filières de production différentes, on est parfois sur des parts de marché qui n'est que de 1%, 2%, certains progressent, 3%, 4%, qui peuvent être comparables finalement à celui du bio. Donc il y a des démarches privées qui ont des parts de marché, même dans les démarches qu'on a étudiées, certaines ont des parts de marché supérieures à celles de l'AB pour le même segment de production. Donc on voit que donc, ce sont d'autres démarches de transition complémentaires à l'AB. Dans la loi de modernisation agricole qui pose le cadre de l'agroécologie, on y inclut l'agriculture biologique. Donc nous, la volonté du chantier, ça a été vraiment d'aller étudier ces autres démarches qui sont aussi complémentaires à l'AB dans ces chemins de transition. Mais on n'a pas de source de données précises pour vraiment les quantifier. Et oui. Pardon, merci. Bonjour, Louise Hervé, Chambre d'agriculture France. Je me posais une question quand vous présentiez les résultats. Vous disiez, on ne vend pas plus cher, on vend mieux. Qu'est-ce que ça veut dire ici, on vend mieux? Et est-ce que la conjoncture économique liée à ces démarches de valorisation, elle est un peu similaire à celle du bio en ce moment? Oui. La plupart des entretiens ont été faits sur le premier semestre de l'année 2000, quelques-uns fin 2022, premier semestre 2022. On sentait déjà les tensions, les opérateurs s'en inquiétaient. Vous voyez qu'ils n'étaient pas sûrs de poursuivre. Certains nous disaient on n'est pas sûr de pouvoir poursuivre la démarche si on voit que ça ne prend pas côté consommateur. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que derrière... Je recomprends. Donc je disais, on a pendant les entretiens qui ont surtout eu lieu premier semestre 2022 puis un peu plus, ça commençait déjà la perception des opérateurs d'une inquiétude liée à l'inflation et au fait que le panier budgétaire pour l'alimentation reste restreint. Donc ils ne savaient pas si les démarches allaient pouvoir se poursuivre, quel effet de développement elles allaient pouvoir avoir. Il y avait cette inquiétude manifestée. Cela dit, certains nous ont dit ce sont des démarches qui nous permettent quand même de vendre mieux dans le sens où on va être mieux positionné dans le référencement de la grande distribution et on va vendre plus en quantité. Donc si vous n'êtes pas sur un effet prix, vous allez être sur un effet quand même quantité. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que ces démarches-là, telles qu'elles sont organisées, il y a un coût à la coordination et à l'organisation de la démarche. Mettre en place un conseil technique spécialisé, organiser des bases de données, faire des rencontres plus fréquentes, créer de nouveaux services dans l'entreprise. Enfin, il y a un coût à la démarche. Et donc ce coût-là, à un moment donné, il va falloir qu'il s'amortisse d'une certaine façon. Donc soit ça va être sur un effet de volume, soit ça va être sur un effet de prix. Alors, une dernière dans le chat. Alors, pour les gens qui sont à distance et qui n'auront pas eu la réponse, vous inquiétez pas, on a listé et gardé et on vous fera une réponse. Les différents groupes vont s'organiser pour vous répondre. Donc, une question d'un collègue INRAE. Sur quelle base factuelle et scientifique est-ce qu'on peut qualifier les cas d'études de démarches d'agroécologique, incluant une vision globale et systémique? On revient toujours à cette problématique. Est-ce que le qualificatif d'agroécologique était vraiment adapté ou est-ce qu'il ne s'agit pas simplement de démarches de transition environnementale? Tu me donneras le nom de qui a posé la question. Qui sait? Alors, ce que je vais préciser, en fait, c'est il y a deux choses. Déjà, on est dans une transition. Donc, si on est dans une transition, c'est pas figé l'agroécologie, d'accord? Il y a des grands principes. Donc, on a rappelé le contexte institutionnel. Il y a des grands principes qui sont édictés, et à partir de ces principes se déclinent des pratiques qui sont qui s'adaptent aux filières, aux productions, aux territoires.
Et d'ailleurs, quand on a fait l'entretien avec le ministère de l'Agriculture, il nous a bien rappelé qu'il n'y avait jamais eu à aucun moment la volonté d'édicter les pratiques de l'agroécologie. C'est un cadre d'ensemble, c'est un ensemble de principes à partir desquels on peut décliner chacun ses façons de produire pour respecter cette volonté d'aller vers plus de services écosystémiques, plus de biodiversité. Et cette biodiversité, ces services écosystémiques vont effectivement passer par des synergies entre productions. Donc après, on bascule assez rapidement sur l'enjeu d'être sur une vision systémique. Mais c'est chemin faisant. D'accord ? On va y arriver à cette vision systémique, mais c'est chemin faisant. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que, et on l'a revu dans les entretiens, c'est que l'agroécologie, ce n'est pas qu'une transition purement écologique environnementale. Il y a aussi derrière une transition sociale. On est où finalement, on va parler de transition socio-technique. On a bien vu que les valeurs sociales s'exprimaient fortement dans les entretiens, en termes de gouvernance responsable, de la volonté de co-construire ensemble ses connaissances, de préserver l'autonomie décisionnelle de l'agriculteur, que ça fasse sens pour l'agriculteur, que ça ne lui soit pas imposé, et qu'il soit actif et participatif dans ce cheminement. Donc les valeurs sociales et humaines, tous les opérateurs les ont exprimées vraiment aussi très très fortement. On n'était pas absolument que sur des dimensions techniques. Alors on va faire une petite pause. Alors pour les gens qui sont en chat, on va reprendre à 11h. Et là, on va pouvoir aller boire le café et continuer ces discussions. Parce que moi, il y a un point quand même qui me chiffonne, hein, c'est que c'est vrai que dès lors qu'on ne peut pas analyser en profondeur les cahiers des charges, eh bien, on coince très vite sur l'ambition, entre l'ambition affichée et l'ambition mise en œuvre. Et ça, c'est certainement le point d'après, quoi. Il va falloir arriver à progresser là-dessus. Oui, donc dans une logique d'entretien, un entretien, ça repose sur une forme de confiance entre la personne qui est interrogée et l'interviewé. Alors, certains opérateurs ont accepté de transmettre des cahiers des charges. D'autres, ça reste plus difficile. Mais voilà, on va y arriver. Merci beaucoup à toi, Marie-Benoît. Merci à l'ensemble des animateurs des groupes filières, parce que vous avez vu de passer de l'analyse de monographie à ce travail-là, ça a été un boulot énorme. Donc maintenant, on va retourner boire un petit café, et puis on revient à 11h pour la table ronde, qui va, je suis sûre, ramener toutes ces questions-là. Je vois l'abbé qui va revenir forcément, et la définition et la dimension internationale aussi. Alors, à tout de suite. Le café, c'est où on a bu le café ce matin.